Bonjour, je vais vous lire les premières pages d'un des premiers romans de Romain Gary, après l'éducation européenne, qui s'appelle Les Racines du ciel. Depuis l'aube, le chemin suivait la colline à travers un fouillis de bambous et d'herbes où le cheval et le cavalier disparaissaient parfois complètement. Puis, la tête du jésuite réapparaissait sous son casque blanc, avec son grand nez osseux au-dessus des lèvres viriles et ironiques, et ses yeux perçants qui évoquaient bien plus des horizons illimités que les pages d'un bréviaire. Sa haute taille s'accommodait mal des proportions du poney Kirdi qui lui servait de monture. Ses jambes faisaient un angle aigu avec sa soutane, dans des étriers beaucoup trop courts pour lui, et il se balançait parfois dangereusement sur sa selle, regardant avec des mouvements brusques de son profil de conquistador le paysage des monts Houlés, auquel il était difficile de ne pas reconnaître un certain air de bonheur. Il avait quitté, il y avait 3 jours, le terrain où il dirigeait des fouilles pour des instituts belges et français de paléontologie, et après un parcours en jeep, il suivait à travers le guide depuis 48 heures, à cheval, la brousse, vers l'endroit où Saint-Denis était censé se trouver. Il n'avait pas aperçu le guide depuis le matin, mais la piste n'avait pas d'embranchement, et il entendait parfois devant lui un crissement d'herbe et le bruit des sabots. Parfois il s'assoupissait, ce qui le mettait de mauvaise humeur. Il n'aimait pas se souvenir de ses 70 ans, mais la fatigue de cette heure de selle faisait souvent dériver ses pensées dans une rêverie dont sa conscience de religieux et son esprit de savant réprouvaient à la fois la vague et la douceur. Parfois il s'arrêtait et attendait que son boy le rejoignît, avec le cheval qui transportait dans une cantine quelques fragments intéressants, résultat de ses dernières fouilles, ainsi que ses manuscrits qui ne le quittaient jamais. On n'était pas très haut. Les collines avaient des pentes douces. Parfois leurs flancs se mettaient à bouger, à vivre, les éléphants. Le ciel était, comme toujours, infranchissable, vaporeux et lumineux, obstrué par toutes les sueurs de la terre africaine. Les oiseaux eux-mêmes paraissaient en avoir perdu le chemin. Le sentier continua à monter, et à un tournant, le jésuite vit, au-delà des collines, la plaine de Logo, avec cette brousse crépue et serrée qu'il n'aimait pas et qui était, pensait-il, à la grande forêt équatoriale, ce que la grossièreté des poils est à la noblesse de la chevelure. Il avait calculé son arrivée pour midi, mais ce ne fut que vers 2 heures qu'il déboucha au sommet de la colline. Il y vit la tente de l'administrateur et le boy occupé à nettoyer des gamelles accroupies devant les restes d'un feu. Le jésuite passa la tête à l'intérieur de la tente et trouva Saint-Denis assoupi sur son lit de camp. Il ne le dérangea pas, attendit que sa tante fût dressée, fit la toilette, but du thé et dormit un peu. Quand il se réveilla, il sentit aussitôt la fatigue dans tout son corps. Il demeura un moment étendu sur le dos. Il pensait qu'il était un peu triste d'être très vieux et qu'il ne lui restait donc plus beaucoup de temps et qu'il allait falloir se contenter sans doute de ce qu'il savait déjà. Lorsqu'il sortit de sa tente, il trouva Saint-Denis en train de fumer sa pipe, face aux collines que le soleil n'avait pas encore quittées, mais qui paraissaient déjà comme touchées par un pressentiment. Il était plutôt petit, chauve, le visage pris dans une barbe désordonnée, avec des lunettes d'acier sur des yeux qui tenaient toute une place dans un visage émacié aux pommettes saillantes. Les épaules voûtées et étroites évoquaient un emploi sédentaire, plutôt que celui du dernier gardien des grands troupeaux africains. Ils parlèrent un moment, des amis communs, des bruits de guerre et de paix, puis Saint-Denis interrogea le père Tassin sur ses travaux, lui demandant notamment s'il était exact que depuis les dernières découvertes en Rhodésie, on put tenir pour acquis que l'Afrique fut le vrai berceau de l'humanité. Enfin, le jésuite posa sa question. Saint-Denis ne parut pas surpris qu'un membre éminent de l'illustrissime compagnie, âgé de 70 ans et qui avait parmi les frères de l'émission la réputation de s'intéresser beaucoup plus aux origines scientifiques de l'homme qu'à son âme,
n'eût pas hésité à faire 2 jours de cheval pour venir l'interroger au sujet d'une fille dont la beauté et la jeunesse ne devaient pourtant pas peser bien lourd dans l'esprit d'un savant habitué à compter en millions d'années et en âge géologique. Il répondit donc franchement et continua à parler avec un abandon grandissant et un étrange sentiment de soulagement, au point qu'il lui arriva plus tard de se demander si le père Tassin n'était pas venu jusqu'à lui uniquement pour l'aider à jeter bas ce poids de solitude et de souvenirs qui l'oppressait. Mais le jésuite écoutait en silence, avec une politesse presque distante, n'essayant à aucun moment d'offrir une de ces consolations pour lesquelles sa religion est si justement célèbre. La nuit les surprit ainsi, mais Saint-Denis continua à parler, ne s'interrompant qu'une fois pour ordonner à son boy Ngola d'allumer un feu qui fit aussitôt fuir ce qui restait du ciel, si bien qu'ils durent s'écarter un peu pour retrouver la compagnie des collines et celle des étoiles. Ne puis prétendre l'avoir vraiment connue, j'ai surtout pensé beaucoup à elle, ce qui est encore une façon d'avoir de la compagnie. Elle avait certainement manqué de franchise à mon égard, et même de simple honnêteté. C'est à cause d'elle que l'administration d'une région à laquelle je tenais beaucoup m'a été retirée, et que l'on m'a confié la charge de ces grandes réserves de troupeaux africains, jugeant sans doute que la confiance et la naïveté dont j'avais fait preuve dans cette affaire me révélaient plus qualifié pour m'occuper des bêtes que des humains. Je ne m'en plains pas. Je trouve même que l'on a encore été bien gentil avec moi. J'aurais pu m'expédier quelque part, loin de l'Afrique, et à mon âge, il y a des ruptures auxquelles on risque de ne pas survivre. Quant à Morel, tout a été dit là-dessus. Je crois que c'était un homme qui, dans la solitude, était allé encore plus loin que les autres, véritable exploit, soit dit en passant, car lorsqu'il s'agit de battre des records de solitude, chacun de nous se découvre une âme de champion. Il vient souvent me retrouver pendant mes minutes d'insomnie, avec son air en rogne, les 3 rides profondes de son front droit, têtu, sous les cheveux ébouriffés, et cette fameuse serviette à la main, bourrée de pétitions et de manifestes pour la défense de la nature, qui ne le quittait jamais. J'entendis souvent sa voix me répéter, avec cet accent faubourien assez inattendu chez un homme qui avait, comme on dit, de l'éducation. C'est bien simple, les chiens, ça suffit plus. C'était un extrait des Racines du ciel, écrit par Romain Gary. Le synopsis est le suivant. Au bar du Tchadien, à Fort-Lamy, le nom de Morel revient souvent dans les conversations, accolé à l'épithète de farfelu, car il veut faire signer une pétition pour l'interdiction de la chasse aux éléphants en Afrique. La chose paraît du plus haut comique à tous, sauf à Mina, l'entraîneuse berlinoise du bar. Quand Morel, passant à l'action, dirige des expéditions punitives contre les chasseurs ou les massacreurs et se trouve finalement hors la loi, à bout de munitions, Mina se procure des armes et le rejoint en compagnie d'un jeune major américain, John Forsyth. Entre-temps, le monde entier s'est intéressé à la croisade de Morel avec plus que de la sympathie. On a su voir en sa lutte pour la protection de la nature une des phases du combat pour ces valeurs que l'islam appelle les racines du ciel plantées dans le cœur de l'homme. La liberté, la justice et l'amour. Les intentions politiques que chacun prête à Morel à cause de son entourage ne servent qu'à mieux mettre en relief le sens profond d'une aventure exceptionnelle dont ce schéma laisse à peine deviner l'ampleur et la richesse. C'est une somme romanesque, pleine de fougue et de générosité que compose l'entrecroisement des récits faits par les témoins qu'on recherchera ensuite la vérité sur Morel.